Salut à tous, épisode 14 avec la Movistar, on est bien en 2021 et là ce que je vais vous proposer c'est un tour de France. On va s'intéresser aux 13 premières étapes du Tour de France sur son variant 2011. Voilà, donc ça va être assez, on va dire, chargé. Il y a pas mal de choses à regarder, une équipe autour de Soler, Higuita et Garcia Cortina avec quelques coureurs autour qui sont plus qu'intéressants. On a des petits objectifs, comme vous en doutez, là-dessus. Je vais essayer de jouer le général pour Solaire a priori, mais peut-être que Higuita s'avérera être une meilleure pioche. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Et puis après, il va falloir essayer d'aller chercher un maillot vert avec Ivan Garcia Cortina. Donc voilà, tout un programme déjà. Je pense pas a priori m'intéresser au maillot à poids parce que je n'en aurai pas les moyens. Il y a une start list qui est magnifique, je vous l'avais annoncé, avec un Team Ineos qui est juste trop fort. Et puis notamment Jumbo Visma aussi, hein, qui est pas mal du tout, qui a emmené du lourd. Et puis après vous avez les leaders classiques qu'on peut imaginer dans les autres équipes, avec quelques mouvements de transfert, puisqu'on est en saison 2, hein, bien évidemment. Voilà, donc sur toutes les étapes de plaine, sur toutes les étapes tout court d'ailleurs, le sprint intermédiaire sera intéressant à jouer, dans la mesure où il faut essayer au moins de se placer, et ça commence dès tout de suite. Voilà, sur l'étape 1, où je vais essayer comme ça d'avancer, voilà, avec Garcia Cortina pour essayer d'aller prendre des points. C'est chose faite, les 13 points de la 4ème place à l'intermédiaire. Et puis, et oui, 2011, c'est quand même une année particulière pour le Tour de France. Alors pour beaucoup, ça va être associé à Thomas Voeckler ou bien à la victoire sur l'Alpe d'Huez de Pierre Rolland, par exemple. Et sa 10e place au général, c'était une sacrée perf pour Pierre Rolland cette année-là. Et puis, d'autres vont tout de suite se souvenir de Philippe Gilbert, n'est-ce pas, Philippe Gilbert sur l'étape 1. C'était une année particulière pour Philippe Gilbert 2011. Il avait un peu tout cassé en fait, hein. Il avait fait le triplé ardennais, il avait vraiment surperformé dans tous les sens. Et puis là, tiens, pam, Lotto Soudal par l'intermédiaire de Caleb Ewan va comme ça surgir au bon moment devant Nasser Boigny et Arnaud Démarre. Du coup, 4ème place pour Garcia Cortina, c'est pas si mal que ça. Donc au mont des Alouettes, c'est-à-dire qu'on a ainsi un premier sprint. Alors celui-là donc était un sprint avec du pourcentage à la fin. Ça va être l'objet de discussion sur la suite de cette vidéo, parce que on va rencontrer pas mal de types de sprints assez différents suivant les configurations. Allez, exercice de style à l'étape 2, très important, très intéressant toujours à jouer, le fameux contre-la-montre par équipe. Celui-ci dure un petit peu plus de 20 km. Je n'ai pas des formes du jour toutes vraiment très bonnes, il faut composer avec, c'est pas bien grave. Du coup on a adapté le temps alloué le temps des relais, hein. On voit que par exemple Soler, Oliveira et Prieto vont être nos principaux mecs qui vont contribuer, on va dire, sur ce CLM par équipe. Au premier intermédiaire, on n'est pas loin, ça va. 11e à 17 secondes, c'est pas non plus dramatique, on n'est pas très loin. Ce qu'il faut, c'est bien maintenir l'effort en fait, et ne surtout pas sombrer, parce qu'on a sûrement les moyens de résister un petit peu mieux que cela. En tout cas un petit peu mieux que 11e après 17 secondes, moi c'est parfait, hein. On voit que le Team Ineos, la De Koning Quick-Step, Jumbo Visma notamment, et sans surprise, sont parmi les meilleurs. 12e à 36 secondes pour ce qui est du deuxième intermédiaire. C'est un petit peu troublant, c'est pas génial, mais on va faire avec, et essayer justement, voilà, de maintenir l'effort jusqu'au bout, avec quelques bons relais, notamment ici Dillier qui termine pour au final une 10e place à 52 secondes, ce que je trouve finalement pas trop déshonorant vu le plateau proposé. De Koning Quick-Step
l'a emporté, c'est Bob Jungels qui va du coup porter le maillot jaune après Caleb Ewan qu'on a du coup pas vu en jaune, mais on sait pas, peut-être que ça va arriver un peu plus tard avec le jeu des étapes de sprint comme ça. Allez, étape 3, celle-ci, on va essayer de s'appliquer. C'est un sprint un petit peu plus plat. Il va falloir gérer l'intermédiaire, certes, mais il va surtout ensuite falloir préparer notre train pour Garcia Cortina. Alors, c'est l'occasion de pratiquer du sprint, hein, c'est intéressant aussi. Exercice très intéressant que d'essayer de préparer ces sprints. Alors celui-là, par exemple, l'intermédiaire n'était pas phénoménalement géré par Garcia Cortina, mais au moins on a pris quelques points. C'est toujours ça de fait. Et puis surtout, voilà, maintenant on va essayer de préparer notre train. Alors, le train, quel est-il? Ben, c'est un train avec les moyens du moment, parce que quand même on joue le général. Et donc, j'ai pas non plus emmené un train spécifique. C'est plus un train adapté aux coureurs costauds que j'ai emmené. On verra souvent Pöstelberger ou Oliveira être celui qui lance Dillier ou Valverde pour ensuite libérer Garcia Cortina. Donc ici par exemple c'était la config Dillier puis Valverde. Voilà, et on va libérer Cortina. C'est parti. Cortina qui va ici se faufiler à travers la masse de sprinters et qui va l'emporter dès cette voilà, troisième étape devant Christophe et devant même Valverde qui a bénéficié de son travail de poisson pilote entre guillemets, devant Marc Sarro, Christophe Laporte, Caleb Ewan ne faisant que sixième, pas de changement particulier à part la bonif au général. Le petit slalom de Garcia Cortina, ça fait toujours plaisir. Voilà, allez. On arrive ensuite à Mur de Bretagne, à l'étape 4. Étape 4, donc, on n'est pas favori, hein, dès lors qu'il s'agit d'arriver comme ça, un petit peu pour les punchers, hein, on va dire, pour les punchers. Donc, ouais, l'avantage c'est que j'ai pas de problème de rôle. Je vais protéger le plus longtemps possible Higuita et l'ami Solaire. Après, c'est vrai que sur le recrutement 2021, là, dans cette année, que j'avais fait en août précédent, le puncher, je sais ça paraît bizarre, mais le puncher de cette équipe, pour moi, et je l'ai aligné ainsi sur les Ardennaises, en tout cas surtout sur la Flèche Wallonne et sur Liège-Bastogne-Liège, il sera également le leader sur la Classica San-Sébastien. Le puncher, c'est bien évidemment pour moi l'ami Higuita, hein. Donc Higuita a des talents de grimpeur, mais j'en ai fait mon puncher. On a vu ici Van Der Poel qui a été prendre les points devant Garcia Cortina, mais ça va, on a toujours sauvé les meubles avec 13 points, toujours un petit peu plus que Ewan, c'est ça qui compte. Il y a une vraie lutte, hein. Vous allez voir que le maillot vert n'est pas délaissé par l'IA, j'en dis pas plus, mais il va y avoir une vraie lutte par rapport à tout ça. Allez, on va maintenant essayer de préparer notre arrivée en direction du mur de Bretagne. Alors là, j'ai fait un train un petit peu plus long, puisque à la fois Oliveira et Pöstelberger sont chargés de travailler. Dillier, puis Valverde, puis Cortina, puis Higuita vont être nos membres du train. Voilà, on laisse quelques équipes un petit peu s'exprimer. Lutsenko notamment ici qui a essayé de prendre de l'avance, mais ce ne sera pas le cas. Et qui est-ce qui va terminer le travail comme prévu? Regardez, tout le monde termine au sprint, les écarts se maintiennent. C'est Higuita qui va l'emporter ici sur ben voilà, un sprint plutôt correctement mené. On a emmené correctement Lutsenko, Alaphilippe, ça va. Tout ça, c'est assez correct vis-à-vis du mur de Bretagne. Peut-être que la place de Cortina l'est moins, mais quoique, on a vu que ce gars-là était capable de pas mal de choses. Au passage, Colombie pour le championnat du monde. Je jouerai sur le profil de d'Imola, hein, bien évidemment. Donc la Colombie, j'ai choisi la Colombie parce que comme ça change un petit peu, ça varie les plaisirs. Je vous avais déjà parlé de mon futur
puncher les années à venir, qui sera Marc Hirschi, qui viendra comme ça gonfler la colonie de Suisse présente dans cette équipe. Et puis on a comme ça ah oui, une étape 5 qui ressemblerait un petit peu dans le final à l'étape 3. Donc on est en confiance, puisqu'on s'était imposé sur l'étape 3. On va essayer de faire bis repetita avec Garcia Cortina. Travaillons tout d'abord notre intermédiaire, parce que je veux lâcher aucun point, en tout cas, je veux pas perdre d'occasion d'en marquer, même si après on n'est pas obligé de les gagner, les intermédiaires, mais au moins voilà, hop, maintenir un certain écart avec Iwan, avec Gaviria, tiens, on a vu ici, Van Der Poel se mêle souvent à la lutte, Colbrelli parfois, Arnaud Démare, malheureusement après sa super première étape, a dû abandonner, j'ai vu ça, ça a été une information, abandon d'Arnaud Démare. Puis là, il y a une cassure en fait sur cette étape 5, mais en fait, il n'y a aucun leader à l'avant. Donc, cassure, le peloton des favoris ne se mêlera pas à la lutte pour la victoire finale, et ainsi ça va se jouer devant. Alors devant, on a Lotto Soudal qui est présente, on a également la Bora Hansgrohe pour Pascal Ackermann, on a Fernando Gaviria et le team UAE, ce qui fait qu'à l'arrivée, voilà, on a à se battre contre quelques sprinters. Il va falloir sortir là, il faut sortir. Il faut sortir pour Cortina, voilà. On a lancé assez tard, j'aime bien lancer assez tard, comme ça je profite de l'accélération de mon sprinter. Numéro 2 pour les victoires, voilà. Il y a une petite cassure, voilà, donc elle n'est pas impactante pour le classement général final hein, du Tour de France. En revanche, dans l'immédiat, elle va permettre à Garcia Cortina de prendre le maillot jaune. Il y a aussi les bonifications hein, qui font ça. Ce qui fait qu'on a, on a replacé aussi Higuita. On a également Solaire, bon, Solaire un peu plus loin, parce qu'il s'est pris, il s'est mangé une cassure à une étape, à l'étape 3, à l'étape 1, je sais plus, une des deux. Il s'était pris une petite cassure aussi sur du plat. Bon, il n'y a rien d'irrémédiable à ce stade-là. De toute façon, ce qui convient après d'observer, ça va être le cas là sur les étapes d'après, c'est qui va être le leader au final chez chacune des équipes majeures qui nous sont opposées. Voilà, donc ici j'ai raté mon sprint intermédiaire, par exemple. Oui, ça arrive. Parce que les sprints intermédiaires, en fait, ah, il faut vraiment sortir à temps, sinon après on est bloqué. Et bloqué notamment par les équipiers qui ont aidé à lancer, bref. Faut être un tout petit peu vigilant, et là je me suis un peu fait surprendre. Voilà, on est en approche de l'arrivée. Arriver de nouveau, voilà, ça ressemblerait un petit peu à l'étape 1, de par la nature de l'arrivée, c'est-à-dire qu'il y a un peu de pourcentage, mais c'est pas non plus le mur de Bretagne. Donc on y va assez méthodiquement, toujours les mêmes, Oliveira, Dillier, Valverde, qui devront préparer au mieux pour Garcia Cortina, que je vais lancer, à mon avis, regardez, un peu trop tôt. Et le un peu trop tôt va faire que, qui va s'imposer? C'est Caleb Iwan qui va, on le voit assez nettement, hein, s'imposer ici devant Cortina, surtout Gaviria en 2. Donc voilà, petite cassure ici aussi. Pam. Ça c'est quand on ne veut pas mettre ses leaders dans la roue de son sprinter. Ce serait trop facile pour moi de mettre le leader à chaque fois, les leaders du coup, dans la roue des sprinters. Moi je joue le jeu. Ça veut dire que je mets en général Higuita et Solaire, je les mets dans la roue des favoris. Voilà. Par exemple, je vais mettre dans la roue de Bernal, dans la roue de Roglic, dans la roue de certains types qui jouent le général. Après, on aura après un affinement de ça. Hein. C'est qu'on saura qui chez Jumbo Visma va vraiment jouer le général. Est-ce que c'est Dumoulin? Est-ce que c'est Roglic? Est-ce que ce serait éventuellement Kreswijk? J'y crois pas trop. Allez, un petit intermédiaire, là encore, pour aller essayer de quérir quelques points. Voilà, c'est le cas. On a apporté quelques points encore à notre maillot. On fera un point un petit peu plus loin hein, sur la course au maillot vert. Je vous ai préparé un
petit écran un peu plus loin. Donc, toujours est-il que Garcia Cortina, à ce stade-là, il amasse ses points, et puis les autres aussi, et c'est serré, mais Cortina est devant, hein, au niveau du maillot vert, avec peu d'avance, c'est-à-dire qu'avec les 50 points qu'on distribue à l'arrivée d'une étape de sprint, et les 20 points à l'intermédiaire, en une seule étape, on peut perdre le maillot, hein. Donc il faut encore continuer à bosser. Allez, on prépare l'arrivée à Châteauroux. C'est donc, vous voyez, Ackermann qui est bien emmené, mais qui est peut-être déposé un petit peu trop loin. Christophe qui bosse pour Gaviria, et qui est-ce qui va sortir comme ça au milieu de tout ça? C'est Garcia Cortina devant Iwan, devant Marc Sarro. Notamment, on a vu, tiens, quelqu'un qu'on verra un peu plus loin se mêler encore une fois à certains sprints, c'est Wout van Aert. Donc on n'est pas surpris. On n'est pas surpris. Classement général après l'étape 7, c'est pour Garcia Cortina le jaune. Je vais lâcher le jaune sur cette étape. Je vais le lâcher parce que j'estimais avant l'étape que l'arrivée à Superbès, là, c'était pas vraiment pour Garcia Cortina. Et c'est une petite erreur de ma part, mais en vérité, je m'en fiche parce que il a eu son jaune, il a déjà gagné 3 étapes. Il va jouer maintenant pour le vert. Donc c'est un changement un peu de stratégie là, hein. À partir de là, c'est tu essaies de prendre des points aux intermédiaires. Ah oui, là il faut aussi couper l'effort, hein, sinon ça va pas. 276, 218, on est quand même doté d'une petite avance sympathique, rien n'est fait. Donc on va vraiment maintenant se recentrer sur le maillot vert et éventuellement une victoire d'étape pour Garcia Cortina. Et là, c'est là pour moi que commence un peu la lutte pour le général. Je vais chercher plutôt à essayer de placer mes coureurs le mieux possible. Higuita, Soler devront, je dirais déjà, ne pas perdre de temps, voire même essayer d'en gagner. Alors parfois je zone en fin de peloton à des moments avec Soler, mais il n'y a pas de souci, parce qu'après on le fait à des moments où il n'y a pas de cassure en fait, hein, qui interviennent. C'est pour essayer d'économiser au maximum et de prendre moins de vent, si j'ose dire, parce qu'on sait que si on reste dans les premières positions, normalement on se fatigue plus. Après, est-ce que le jeu le répercute à fond quand on est protégé? Ça va, franchement. Quand on est protégé, on prend pas plus de vent en 10e position qu'en 50e. Voilà, les punchers un peu à l'honneur, hein, sur cette étape-là. On a vu Lutsenko et Pogacar passer en haut d'un GPM précédemment. On a vu Fulsang relancer un petit peu pour Lutsenko il y a quelques secondes. Et à ma grande surprise, en fait, les tout meilleurs sprinters sont encore largement présents dans ce groupe d'environ 80 coureurs. Voilà, Kwiatkowski, ça bosse, c'est pas pareil, c'est pour Ineos. Les Ineos de toute façon sont très très forts, il y aura l'occasion de s'en rendre compte un peu après. Caleb Ewan est bel et bien présent. Il y a eu une vraie accélération, mais on reste quand même environ 80 dans ce groupe de tête. Allez, peut-être le moment d'essayer d'accélérer pour mettre sur orbite Higuita. Et là, il y a quelqu'un qui va revenir très très fort. C'est Mathieu Van Der Poel. C'est lui qui va s'adjuger l'étape devant Higuita Soler. Donc ça n'aura pas été vraiment payant d'éliminer, je dirais, de fatiguer Garcia Cortina. Pas grave. Pas grave du tout. Alejandro est éventuellement placé pour le maillot jaune au cas où il y aurait une contre-perf de Iwan sur la suivante, l'étape 9. Alors celle-là est fameuse, hein. Celle-là est fameuse, l'étape 9, c'est l'arrivée à Saint-Flour. C'est cette fameuse étape où le maillot avait été pris par Thomas Voeckler pour ensuite le garder pendant 10 jours. Donc assez loin, hein, sur ce Tour de France. On n'est pas dans la même configuration. Je n'ai pas de baroudeur, leader de mon équipe, qui puisse comme ça envisager ce type de choses. En revanche, nous, on est plutôt sur la sauvegarde, je l'ai déjà dit, la sauvegarde de Soler, la sauvegarde de Higuita le plus longtemps possible. Après, on a aussi de la liberté avec le jeune Prieto, ce Colombien là, qui est plus qu'intéressant. Regardez, pam, c'est parti. On va essayer ici de rejoindre l'échappée. Prieto, je n'exclus pas, sur de bonnes formes du jour,
d'essayer d'aller lui faire gagner une étape, ou bien même d'accrocher des points GPM, mais ce sera peut-être un petit peu compliqué. On part d'un peu loin, même s'il y a un relatif partage. Bon, à ce stade-là, évidemment, le classement de la montagne, il n'a aucune signification, hein, puisqu'il y a eu très très peu de points qui ont été distribués jusque-là. Hein. Cette première partie de Tour de France n'était vraiment pas une première partie comme on connaît ces dernières années, c'est-à-dire que souvent on a de vraies difficultés plus tôt que cela. Avant, en 2011 encore, les premières vraies difficultés, c'était, outre le CLM par équipe, qui est un exercice à part, c'était ben voilà, un peu l'étape 8 juste avant, et puis aussi un peu cette étape 9. Hein, vous voyez, donc on est, quand on a prévu un pic de forme pour l'étape 10 ou l'étape 11, on est dans les clous. Hein. Il y a zéro problème. Hein. Donc voilà, ça c'est aussi une petite spécificité de ce genre de Tour de France-là. Allez. Oh mais qu'est-ce qu'il fait lui? Premier coup de téléphone, deuxième de Oh, mais il nous casse les couilles là. Ouais, je me suis amusé à remettre du Christophe ici, parce que c'est vrai que devant, Prieto est vraiment malmené par l'accumulation comme ça de ces sprints GPM, et c'est vrai que ça va me coûter un peu, j'ai pas envie non plus de le vider en fait, hein, pour être franc. Ça va me coûter un peu l'échappée, bon, d'autant plus que le peloton roule très très fort derrière, hein, donc il n'y a pas de problème, c'était vraiment pour le clin d'œil. Ça m'a ni surpris ni énervé, à vrai dire. Et voilà, bah, du coup on va essayer de travailler pour voir s'il n'y a pas quelque chose à espérer pour, encore une fois, nos leaders sur cette fin d'étape. Donc, allez, 57 coureurs présents dans ce groupe. On a un intermédiaire à aller chercher. C'est à peu près tout ce dont je vais me contenter. Regardez, Ewan, Van Der Poel sont bel et bien présents pour cet intermédiaire-là. Voilà, je vais m'en contenter, hein, pour cette étape-là. Pour Cortina, ce sera tout ce que j'ambitionne. C'était les points pour ne pas prendre un impact de 20 points, par exemple. Après, ça commence à s'exciter. Hein. Commence bien à s'exciter. On a vu quelques punchers qui se signalaient. Le team Jumbo-Visma roule assez fort. Voilà, c'était histoire d'arriver à reprendre quelqu'un qui avait tenté sa chance. Et puis, dans la toute fin, on va faire travailler Solaire pour ensuite essayer de faire travailler Higuita pour essayer de bénéficier ici de la victoire d'étape. Ce ne sera pas le cas. C'est Adam Yates qui va s'imposer. Derrière, Van Der Poel, Alaphilippe, Pogacar, de plus, Valverde, etc., etc., viennent compléter. On n'a pas eu le grand ménage, c'est normal, sur cette étape-là. Au classement général, ça reste Ewan en jaune, mais on a quand même eu quelques-uns qui ont perdu du temps. Ça se retrouvera après, dès lors qu'on s'intéressera d'un petit peu plus près au classement général. Donc, de toute façon, c'est toujours pareil. Hein. C'est pas des étapes sur lesquelles on gagne le tour. Ce sont des étapes, par contre, sur lesquelles on peut le perdre si on se fait piéger ou si on est dans un très mauvais jour. Allez, on prépare ici un intermédiaire pour l'étape 10. On va essayer de remonter. Voilà, attention au rond-point. Et on va ensuite libérer notre sprinter. Voilà, alors on va pas non plus partir de trop loin. Voilà, ici, aux 500 mètres, on va dire, dans le jeu, c'est déjà pas mal. On peut pas, comme dans la réalité, attendre les 300, plutôt 250, 200 derniers mètres, comme on voit bien plus souvent dans le cyclisme. Ici, vous avez l'ami Calmejean qui vient prendre quelques points de la montagne. Petit Barbier également sur ce deuxième GPM du jour. Mais globalement, il y a très peu de points qui sont attribués, hein, dans cette étape-là, ce qui fait que le classement de la montagne n'est pas du tout encore significatif. Allez, Kasper Asgreen a tenté un petit peu sa chance. Dans le final, là, c'est moi qui roule derrière, parce que j'ai des ambitions. Sur cette étape 10, on est sur un scénario où on peut tout à fait espérer gagner, donc il faut surtout pas s'en priver, on roule, hein. On roule, c'est du Movistar au niveau de l'agressivité, c'est du Movistar version Vuelta 2021
pour ceux qui regardent la Vuelta en ce moment, où on a une équipe qui est assez agressive, qui bien souvent roule pour faire revenir, avec parfois plus ou moins de réussite, notamment, regardez ici c'est pas mal parce que Garcia Cortina va sauter Caleb Ewan sur la toute fin, donc ça c'était un très bon moment pour nous sur cet épisode-là, que cette victoire à l'étape 10. Ouais, la Movistar hein, sur la Vuelta, elle a tendance à rouler beaucoup, un comportement qui est très spectaculaire au final. La course en elle-même est très belle, je trouve. Et après, ça n'a pas encore été beaucoup couronné de succès, puisque Valverde a fait un podium. Il y avait eu Soler, mais c'était une config un peu différente. Soler avait gagné une victoire d'étape. Allez, on va. Mais Mas, surtout, s'est un peu trouvé au sommet l'autre jour. Hein. Arrivé à Lavore pour cette étape 11. Vous allez voir, étape 12, juste après, on va rentrer dans le vif du sujet. On va avoir une étape 12 qui va être irrespirable. Alors, en attendant, dernière étape de sprint avant la folie des grimpeurs. Je tente là encore de boucher avec Prieto. Prieto est très intéressant. On peut assez facilement récupérer, vous voyez ses notes. Hein. Il est très intéressant. Il a bien grandi, je dirais, déjà, mais c'est loin d'être terminé, je crois. Et on va comme ça se mêler assez timidement à la lutte dès lors qu'il y a des petits GPM. Je me dis qu'en fait, on est sur une étape 11. Il y a déjà certains écarts au général. Par exemple, pour les coureurs qui sont dans cette échappée, vous voyez 12 minutes pour Prieto, par exemple, et encore, ça doit être le mieux placé. Du coup, ok, il y a un intermédiaire à bosser. Celui-là, je l'ai un peu raté, voilà. Bon, après, le dommage n'est pas très important. Ouais, l'idée, c'est de voir si sur une étape 11 où certains écarts sont déjà faits, est-ce que le peloton, est-ce que la Bora de Ackermann, est-ce que la Lotto Soudal de Caleb Ewan, est-ce que, vous voyez, ces équipes de sprinters vont ou pas laisser la chance à une échappée? La réponse, c'est non. Donc, on aura eu beau s'accrocher et tenter notre chance. On peut pas faire plus avec un coureur comme Prieto. C'est pas Thomas de Ghent. Hein. On peut pas faire plus qu'essayer d'être présent pour saisir sa chance si elle se présente. Et puis au final, si elle ne se présente pas, bah, on passe à la suite. Hein. Donc, allez, on prépare notre sprint, encore une fois. On prépare le sprint de l'étape 11. On va lancer Tillier, puis Valverde, voilà. Puis Garcia Cortina va tenter sa chance. Van der Poel sera un peu court, puisque qui va s'imposer, ce sera Wout van Aert. Voilà, ici. Donc, pas de cassure significative. Tout va bien. Bernal vient boucher comme ça. Oui, j'en ai un peu marre, en fait, de ces petites cassures. Alors, c'est vrai que après en avoir pris 2 ou 3, parce que je veux les prendre, en fait. Hein. En tout cas, je veux pas bénéficier de trop d'avance grâce à des cassures. Parce que, en réalité, jamais Bernal, jamais Roglic, jamais les leaders du général ne se prendraient, Thibaut Pinot également, de grosses cassures sur des étapes de plaine comme ça, sauf évidemment, oui on l'a déjà vu, hein, mais a priori c'est bien de ne pas essayer d'en profiter. Alors, l'étape 12 sur laquelle on est, elle est monstrueuse, elle est géniale. Vous allez voir que ça va donner lieu à une sacrée bataille. Alors, évidemment, je vise l'intermédiaire, avec Cortina, on reste toujours dans notre logique, on va rien lâcher, on fait du Peter Sagan dans ses années un petit peu plus jeunes, je dirais, que le Peter Sagan qu'on connaît aujourd'hui. L'échappée ne peut pas prendre de champ, parce qu'il y a quelques coureurs, notamment Remco et Evenepoel, qui ont insuffisamment de retard au général pour que ça prenne du champ. Après, moi je m'en fiche que ça prenne 6 minutes, j'en ai pas spécialement envie. Ce que je veux, c'est conserver suffisamment au moment du sprint intermédiaire pour aller comme ça chercher tranquillement les 20 points. Voilà, c'est tout ce qui m'importe à ce stade-là. Et puis là, on va se concentrer sur la montagne d'Aucun avec la Ourquette dans 6 ans qui se profile à l'horizon. Allez, il y a un contre ici de Floris de Tir. C'est parti. Alors,
protection, effort pas trop important. Je protège même Prieto, parce que s'il est protégé, il pourra peut-être conserver ses barres un petit peu plus longtemps, et donc peut-être servir de protecteur un peu plus loin dans l'étape vis-à-vis d'Higuita ou vis-à-vis de Solaire. Higuita est mieux placé, mais on va en reparler, hein, on va voir. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça élimine Dur, parce que le Team Ineos est bel et bien présent et durcit la course assez considérablement. Je vous donne une indication. Quand on voit Quintana Bernal, ça veut dire que certains équipiers ont déjà été consommés. Parce que j'ai l'impression que l'IA utilise ici Quintana en dernière rampe de lancement pour Bernal. Dès lors que Quintana n'est plus à même de faire l'effort pour Bernal, c'est Bernal qui s'en va. Donc c'est ça un peu la logique. Et juste avant, par contre, ils ont fait rouler pour éliminer. Alors, vous voyez par exemple Chris Froome qui est dans un deuxième groupe de poursuivants là, pour essayer de rentrer sur Quintana Bernal. Pour ce qui est des leaders, ça va. Hein. Les meilleurs sont encore là. Mais on voit bel et bien une hiérarchie là dans ce Tour de France. Il y a 3 Ineos désormais à l'avant, 2 ou 3, hein, ça dépend des moments. Il y a, quand on est à une trentaine de coureurs, en tout cas, il y a 3 Ineos, 3 Jumbo, et après, c'est un peu sauf qui peut. Voilà. Donc, ça va lancer. Voilà. On est dans le Tourmalet, hein, donc il faut bel et bien saisir sa chance pour certains. Mikel Landa est présent. Bernal a tenté déjà de partir. Romain Bardet et Warren Barguil sont partis devant. Moi, je joue un peu calme. Hein, on va pas s'énerver. Voilà, on joue un effort limité. Tiens, Romain Bardet qui en remet une. Egan Bernal qui va également partir. Normal, il n'y a plus d'équipier. À partir du moment où il n'y a plus d'équipier, Bernal a tendance à partir en solo. Et sinon, voilà, on essaie de rester à distance raisonnable. Cette fois-ci, c'est Bernal avec notre ami Warren Barguil. Ça commence à faire un peu, hein, l'avance est un peu forte. Il faut se méfier. Après, c'est la fable du lièvre et de la tortue. Hein. Est-ce que partir, vous voyez ici à la Philippe qui lâche, Pogacar qui lâche, du côté du team Jumbo-Visma qui est présent, eh ben c'est seulement Dumoulin. Vous voyez avec son joli maillot de champion des Pays-Bas là, Roglic a été lâché, ce qui veut dire qu'il semblerait que Dumoulin soit plutôt le leader de la Jumbo-Visma. Bernal est parti, mais il commence à buter. Derrière, Bardet Barguil roulent, mais ne peuvent pas l'aider, ça m'arrange bien, parce que si Bardet et Barguil roulaient avec Bernal, là ce serait un drame pour nous. Hein. Donc malheureusement, moi je suis en train de perdre Higuita, qui n'a plus de barre. Après, bon ben voilà, hein, c'est la logique de course. Hein. Et Solaire, par contre, du coup, puisque je vois qu'Higuita est plus là, en tout cas en train de se faire lâcher, Solaire, je vais essayer de faire reprendre un peu Bardet et Barguil avec Solaire, parce qu'il ne faudrait pas laisser trop de champ. On aperçoit Thibaut Pinot, donc Dumoulin, Landa. Hein. Voilà le groupe. Bernal, Barguil, Bardet, Solaire, Pinot, Landa, Dumoulin. Et puis juste derrière, il y a un groupe de 4. Il y a un groupe avec Higuita. On va en reparler. Juste après, voilà, on a réussi à reprendre Bardet. C'est très important de l'avoir repris avant la bascule au sommet du Tourmalet. Donc ça aurait été assez incroyable. Ce Tourmalet aurait été à l'avantage d'Egan Bernal. Et puis derrière, heureusement, il y a un petit groupe qui va rouler. Il y a un petit groupe qui va rouler ici et qui peut permettre à Higuita de ne pas perdre tous ses espoirs. Mais la hiérarchie est quand même vachement établie. Hein. On a bien compris qui était plus fort sur ce Tour de France. Donc la bataille, elle va se jouer entre les hommes que l'on voit ici. On va essayer de revenir sur Bernal. Ah ben non, il n'a pas décidé qu'on allait revenir. Il a décidé d'en remettre une. Donc là non plus, je ne vais pas m'affoler. La montée finale vers l'Uzardinen, elle est encore relativement longue. Donc il n'y a pas lieu de s'affoler. Mais il y a quand même un moment où je vais essayer de boucher en attaquant. Parce que j'en ai marre d'emmener Bardet, Pinot, Dumoulin et Landa. J'aimerais que eux aussi contribuent.
Et donc je suis parti, après ils ont suivi, parfait, maintenant c'est eux qui roulent, donc ça va, la collaboration se fait pas mal dans ce groupe-là. Vous voyez que derrière, Higuita est un peu en souffrance, mais en contrepartie de la souffrance qui a été la sienne jusque-là, il a récupéré de la barre. Et vous voyez ici Barguil, mais aussi Bernal, qui commence à buter. On est à 7 km de l'arrivée du sommet. Donc, c'est pas mal ça, hein, parce que du coup, ça permet à Soler, Pinot, Bardet, Landa de reprendre Bernal. Donc déjà, excellente opération. Celui qui a lâché ici, c'est Dumoulin. Dumoulin est 1 minute derrière tous ces hommes-là. Et Thibaut Pinot qui choisit son moment. Alors là, par contre, on n'a pas vraiment les moyens d'attaquer du tout, mais on peut peut-être essayer de s'accrocher, encore une fois, et travail de Landa. Il faudrait faire travailler Bernal, mais c'est pas le cas. Malheureusement, Bernal ne travaille pas. Vous voyez que l'écart se réduit derrière avec un groupe là. C'est assez prodigieux. Mais regardez, il y a quelqu'un qui va revenir en fait. Qui est-ce qui va revenir? C'est ici que ça va se passer. Attention, voilà. Hop là, Higuita au final. Higuita, c'est un mutant. Il est revenu. Il est revenu alors qu'il avait plus de 2 minutes de retard sur Egan Bernal à un moment donné. Bernal qui aura effectivement, on peut le penser encore une fois, lancé de trop loin. Cinématique de défaillance depuis un certain temps pour Bernal, mais pas que. Mais regardez par contre, dès lors qu'on est pas loin de l'arrivée, on a beau être en défaillance, bam, on a encore la niaque pour en planter une. Mais Thibaut Pinot va rester maître à l'avant. Victoire française et même mieux que cela. Podium français sur cette étape 12 qui n'aura pas déçu. Tiens, Miguel Angel Lopez est venu compléter le top 8 et Dumoulin complète le top 10. On a Pogacar qui a perdu le Tour de France parce qu'il y avait il y a maintenant trop d'écart, je pense, et Higuita qui s'empare donc du maillot jaune alors qu'il nous reste une étape à disputer. C'est cette étape 13 pour Lourdes. Alors c'est pas donc c'est la deuxième étape pyrénéenne. Il y en aura une troisième derrière cela, qui sera avec une arrivée au plateau de Beille. Donc elle sera assez sympa. Mais ce sera dans l'épisode prochain que je vous la présenterai. Donc deuxième étape pyrénéenne, mais beaucoup moins sélective, dans ce sens que, évidemment, la difficulté centrale, c'est le col d'Aubisque. Hein. Étant situé vraiment au milieu de l'étape, il y a moyen de résister. Ouais, là j'avais envie de faire rouler un peu dans la plaine. Postelberger, Oliveira, voilà, parce que ce sont un peu mes, comme je disais juste avant, je l'avais affiché, mes Tim de Klerk ou Ilio Case à moi. J'ai mes costauds, je les aime bien, et j'ai envie comme ça à des moments de m'en servir. C'est pour maintenir l'écart, hein, c'est pas pour rouler à bloc, c'est juste pour contrôler l'échappée, voilà, tranquillement. Parce que sur cette étape-là, je demande à voir le comportement d'Ineos, bien sûr. Hein. On va voir s'ils vont essayer d'éliminer ou pas. Mais déjà, je voulais pouvoir aller chercher des points à l'intermédiaire, donc d'où l'intérêt de maintenir un écart assez restreint avec l'échappée. Et puis, outre ça, je voulais éventuellement pouvoir disputer la victoire d'étape avec Higuita, si jamais le final le permet. Voilà. Donc, est-ce qu'Ineos propose quelque chose? Pas pour le moment. Ils sont présents aux avant-postes, mais la sélection n'est pas du tout forte parce que Ineos ne roule pas bien fort pour le moment. Je crois qu'ils ont mis le seul Gianni Moscon dans les 10 premières positions. Et Moscon dans cette partie est davantage un puncher que par le passé. Hein. Vous savez que Gianni Moscon, sur d'autres versions de PCM ou sur d'autres databases, avait une note en montagne qui était un peu meilleure. C'est pas le cas ici, donc forcément il nous fait un peu moins mal quand il s'agit de rouler. Je tiens à préciser que pour moi la note de montagne de Gianni Moscon était totalement méritée, puisque il suffit de suivre un petit peu depuis quelques années les Tours de Lombardie
on s'apercevoir que le garçon est un petit peu fort partout. Hein. C'est un drôle de coureur. Je vous en ai déjà parlé, donc je ne vais pas revenir sur le sujet. On espère qu'en 2021, on verra du vrai Gianni Moscon. Alors que là, c'est vrai qu'en 2020, le pauvre, il est passé sous les radars. Hein. Il s'est rien passé pour lui. Hein. Donc, allez, l'Aubisque a été monté sur un train assez raisonnable. On a donc un groupe d'une trentaine de coureurs qui va se disputer la victoire d'étape. Est-ce qu'on pressent une différence au classement général? Non, clairement pas, puisqu'il n'y a personne à ce moment-là qui va faire des différences significatives. En tout cas, les membres du top 10 ne risquent pas de faire de grosses différences sur cette fin d'étape. Donc on va nous se contenter de mettre encore une fois du rythme, toujours du rythme, sur ce type de finale. Bardet tente sa chance et on va essayer de réagir. On a la chance d'avoir Prieto là encore qui est présent pour essayer de se consommer. Solaire peut aussi jouer un rôle, mais je pense plutôt regarder à la contre-attaque ici de Higuita. Higuita qui va faire une différence un petit peu avant la flamme rouge et qui va comme ça aller chercher cette étape 13. Voilà, ça fait une petite bonification et ça ne sera sûrement pas de trop avant l'étape 14. Je vous ai déjà dit, hein, arrivé au plateau de Bay, ça va être costaud pour nous. Donc il faut prendre un petit matelas. C'est vrai qu'à ce stade-là, Higuita est quand même mieux placé que Solaire. On va voir un peu comment les choses évoluent. Mais en plus, il est sous pic de forme maintenant, Higuita. Son pic, il est arrivé relativement tardivement. Mais des bonnes formes du jour, il va pouvoir en avoir, hein, ça se trouve. Donc une 35 sur Bernal, une 45 sur Pinot, une 56 sur Landa. Derrière Lopez et Solaire. Puis après, c'est un peu plus compliqué. Hein. Donc, le point sur les classements, pour ce qui est du maillot à pois, Warren Barguil tient la corde. Garcia Cortina tient la corde au niveau du maillot vert. Et ce qui va nous attendre, ça va être une étape 14, vous voyez, Saint-Gaudens, plateau de Bay. Donc celle-là, elle est costaud parce que la montée vers le plateau de Bay, elle n'est pas inoffensive. Hommage à Jelle Van Aert, bien sûr. Après, il y aura une arrivée à Montpellier, ça ce sera du sprint. Encore une étape un peu de transfert vers les Alpes, arrivée à Gap pour l'étape 16. Gap Pinerolo, l'étape 17. Et oui, c'est vrai, quand on voit le nom des vainqueurs de l'époque, hein, on a un peu de nostalgie. Et puis il y aura une explication à l'Alpe d'Huez, évidemment. Au sommet, étape 19, puis contre la montre à Grenoble, avec une pensée pour Cadel Evans. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour la suite et la fin de ce Tour de France. Salut!